Ma mère a passé toute mon enfance à tout donner à ma sœur, l'enfant chéri, une nouvelle Tesla, des vacances de luxe, même un appartement à Paris à 18 ans. Au dîner de Noël, elle a soudainement découvert que je dirigeais discrètement une entreprise technologique de 14 millions d'euros. Et elle a perdu la tête. Elle m'a traité de menteuse jusqu'à ce que ma tante sorte une coupure de journal. La pièce entière a explosé. Ma mère a passé toute mon enfance à tout donner à ma sœur, l'enfant chéri. Une nouvelle Tesla, des vacances de luxe, même un appartement à 18 ans. Pendant ce temps, j'apprenais à sourire sur commande, tandis que mon nom était systématiquement oublié, comme s'il n'avait jamais eu d'importance. Je m'appelle Élodie Cartier, et j'ai 28 ans. Le soir où ma mère a finalement découvert que je dirigeais discrètement une entreprise technologique de 14 millions d'euros, elle n'a pas applaudi. Elle a perdu la tête. C'est arrivé au dîner de Noël, juste après qu'elle a levé son verre à ma sœur. J'ai attendu que ma mère finisse de la couvrir d'éloges. Puis j'ai posé ma fourchette, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux, et j'ai dit la vérité que j'avais ravalée pendant des années. Je lui ai dit que je possédais l'entreprise. Je l'avais construite à partir de rien, et sa valorisation était de 14 millions d'euros. Pendant un battement de cœur, personne n'a respiré. Puis ma mère a ri comme si je venais de tout inventer pour attirer l'attention. Elle m'a traité de menteuse, là, devant tout le monde. Et ma sœur, Clara, s'est penchée avec ce regard familier qui disait « Assieds-toi. Fais-toi discrète. Laisse-moi avoir ça aussi. » C'est à ce moment-là que ma tante Lydie a plongé la main dans son sac et en a sorti une coupure de journal pliée. Le genre de preuve qu'on ne peut pas contester. Ma mère, Suzanne, l'a arrachée avec des doigts tremblants. Ma sœur est devenue blême. Les voix se sont élevées, les chaises ont raclé le sol, la pièce a sombré dans le chaos, et le masque familial s'est fissuré. Si vous avez déjà été l'invisible dans votre propre famille, restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement une révélation. C'était le moment où ils ont dû faire face à ce qu'ils avaient fait et le moment où j'ai décidé ce que cela leur coûterait. J'ai besoin que vous compreniez ce que j'ai ressenti à ce dîner. Pour cela, il faut que vous voyiez les années qui y ont mené. Ma sœur est Clara, 3 ans de moins que moi, et ma mère, Suzanne, l'appelle « mon miracle » depuis le jour de sa naissance. Clara était prématurée. Ma mère a vécu sur une chaise d'hôpital pendant des mois, terrifiée à l'idée de la perdre. Quand Clara est finalement rentrée à la maison, ma mère ne s'est pas contentée de l'aimer, elle la protégeait, comme si nous autres n'étions que des figurants dans l'histoire de la survie de Clara. J'avais 5 ans, assez grande pour remarquer le changement. Assez grande pour apprendre une leçon dangereuse très tôt. Si Clara pleurait, toute la maison s'agitait. Si je pleurais, ma mère me disait d'être forte parce que Clara avait la vie plus dure. Mon père, Marc, ne la contredisait pas. Il utilisait le mot « mature » comme si c'était une médaille. Mature signifiait pratique. Quand j'avais 11 ans, j'ai demandé un kit de science. J'étais obsédé par le fonctionnement des choses, la façon dont de minuscules pièces pouvaient se transformer en quelque chose d'utile. Le matin de Noël, Clara a ouvert une maison de poupées extravagante avec des meubles miniatures et un petit lustre. Ma mère a poussé des cris de joie et a pris des photos sous tous les angles. Quand ce fut mon tour, j'ai déballé un livre sur la science. Pas le kit, juste un livre. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Puis Clara s'est ennuyée et a demandé à feuilleter mon livre, et ma mère m'a dit de la laisser faire parce que, partager était important. Je me suis assise par terre, les poings serrés, et j'ai regardé des doigts collants corner les pages pendant que ma mère souriait comme si c'était adorable. C'était la première fois que je ressentais quelque chose de plus vif que de la tristesse. C'était la première fois que je comprenais que les règles n'étaient pas les mêmes pour tout le monde et ne le seraient jamais. À 15 ans, j'ai arrêté de demander quoi que ce soit d'important parce que la réponse était toujours la même. Clara en avait plus besoin. Clara avait été stressée. Clara avait eu une semaine difficile. Cette année-là, ma mère a organisé pour Clara une fête d'anniversaire qui ressemblait à une photo de magazine, des ballons, un traiteur, un photographe. Je me souviens d'être resté près de la porte de la cuisine pendant que des inconnus complimentaient ma mère sur son dévouement. Quand j'ai essayé d'aider, ma mère m'a sèchement dit que je la gênais. Pour mon anniversaire, ce fut un dîner rapide et une carte cadeau. Et ma mère a oublié d'inviter ma meilleure amie parce qu'elle a dit qu'elle pensait que ça m'était égal.
Ça ne m'était pas égal. J'avais juste appris à ne pas le montrer. Le plus dur, c'est ceci, ma mère n'était pas une méchante de dessin animé. Elle pouvait être chaleureuse. Elle pouvait rire avec moi en voiture. Elle pouvait me serrer dans ses bras avant l'école. Puis Clara envoyait un texto, et tout le visage de ma mère changeait comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Dans son esprit, elle avait une histoire qui tenait la route. Clara était fragile. Clara était sensible. Clara avait besoin d'un soutien constant, sinon elle s'effondrerait. J'étais la solide, celle qui pouvait encaisser les coups. Ma mère ne voyait pas qu'être solide à 13 ans signifiait simplement que j'étais devenu doué pour ravaler mes sentiments sans m'étouffer. À 18 ans, la remise des diplômes aurait dû être mon tournant. J'ai obtenu des bourses. J'ai gagné un concours national de programmation. Des inconnus m'ont applaudi plus fort que n'importe qui dans ma famille ne l'avait jamais fait. J'ai pensé que mes parents me verraient peut-être enfin différemment. Au lieu de ça, sur le parking après la cérémonie, ma mère m'a prise à part et m'a demandé si je pouvais reporter l'université d'un semestre. Clara avait décidé de prendre une année sabbatique, et elle avait besoin d'aide pour emménager dans l'appartement que mes parents lui achetaient dans le 16e arrondissement. Ma mère l'a dit comme si c'était pratique, comme si mon avenir était un objet flexible qu'elle pouvait plier et ranger quand ce n'était pas commode. Je lui ai dit non. C'était le premier « non » complet que je lui avais jamais donné. Ma mère m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas, puis a soupiré et a dit « Ne sois pas égoïste, Élodie ». Ce mot m'a brûlé, comme si ma vie était une ressource que la famille pouvait allouer. Ce soir-là, j'ai ouvert un carnet et j'ai noté chaque fois que je me souvenais qu'on m'avait demandé de m'effacer pour Clara. Non pas parce que je voulais me complaire dans mon malheur, mais parce que je sentais la famille réécrire l'histoire en temps réel. Et je refusais de laisser ma propre mémoire être modifiée. Ça a commencé comme une liste. C'est devenu un registre. Date, événements, ce qui avait été promis, ce qui avait été repris, ce que l'on m'avait dit de comprendre. Mon père l'a vu une fois sur mon bureau et a demandé ce que c'était. J'ai dit, des devoirs. Et il m'a cru parce que personne dans ma famille ne s'intéressait jamais de près à moi, sauf si Clara avait besoin de quelque chose. Camille est entrée dans ma vie à cette époque. Nous nous sommes rencontrés dans un club de codage après les cours et sommes restés proches jusqu'à la remise des diplômes. Elle m'a écouté, m'a cru, et m'a dit que j'avais le droit d'être en colère. Elle ne m'a jamais dit de pardonner vite ou de préserver la paix. Elle m'a dit que la paix qui n'existe que parce qu'une personne se tait n'est pas la paix. Et tante Lydie, c'était la sœur aînée de mon père, qui habitait à Lyon, ne venant que pour les fêtes. Elle était vive, observatrice, et pas facile à duper. Quand j'avais 16 ans, elle m'a attrapé dans le couloir après une fête de famille et m'a demandé doucement si j'allais bien. J'ai failli mentir par habitude, mais elle m'a regardé comme si elle pouvait voir à travers mon sourire. Elle ne m'a pas fait la morale. Elle a seulement dit, si jamais tu as besoin de quelqu'un, appelle-moi. J'ai gardé son numéro et ne l'ai jamais oublié. À 20 ans, le schéma était gravé en moi. Clara ne pouvait rien faire de mal. Je ne pouvais rien faire de bien, sauf si cela servait l'image de la famille. Mais le carnet dans mon tiroir et le code sur mon ordinateur portable m'ont donné une seconde vie. Une vie où je n'avais pas à me battre pour des miettes. Je me suis dit que je construirais quelque chose de si indéniable que même ma mère ne pourrait pas l'ignorer. Pas pour gagner de l'amour, pour les forcer à vivre dans la vérité pour une fois. L'université a été l'endroit où j'ai enfin respiré. Dans les salles de classe et les laboratoires, personne ne se souciait que Clara soit charmante ou que ma mère pense que je devrais être reconnaissante. Ils se souciaient de savoir si je pouvais résoudre un problème. J'ai étudié l'informatique et la conception de produits, et j'ai créé de petits outils entre les cours, des applications de budget, des robots de planification, tout ce qui rendait la vie plus facile. Je dormais 4 heures par nuit, non pas parce que je poursuivais une chimère, mais parce que construire des choses était le seul endroit où mon esprit était calme. Après mon diplôme, j'ai pris un emploi stable pendant exactement 9 mois. Le salaire était régulier. Le travail était ennuyeux. Et mon supérieur me traitait comme un rouage remplaçable. J'ai démissionné avec 1800 € d'économie et un ordinateur portable qui donnait l'impression qu'il allait mourir si j'ouvrais un onglet de navigateur de plus. Camille m'a traité d'imprudente. Puis elle m'a demandé comment elle pouvait aider. L'entreprise a commencé comme une seule idée venue directement de ma vie,
une plateforme financière axée sur la confidentialité qui suivait qui payait quoi, enregistrait les accords et rendait plus difficile l'utilisation de l'argent comme une arme. Je l'ai appelé le registre clair. Ce nom venait de mon carnet, du besoin de garder une trace quand les gens réécrivent l'histoire et vous traitent ensuite d'exagérer pour vous en souvenir. J'ai construit le premier prototype dans un bureau partagé exigu et je l'ai présenté à quiconque voulait bien m'écouter. Les investisseurs souriaient poliment, puis demandaient qui me soutenait. Quand je disais personne, leur sourire se transformait en une douce déception. Ils me suggéraient de trouver un cofondateur avec un plus grand réseau. Ils me suggéraient de poursuivre une idée plus sûre, quelque chose de plus amusant. J'entendais le même message que j'avais entendu toute mon enfance, simplement habillé en langage des affaires, pas toi. Pas comme ça. Pas sans permission. La première année a été brutale. Mon compte en banque est tombé à quelques dizaines d'euros. J'ai vendu ma voiture et j'ai vécu dans le métro. J'ai signé un contrat avec un petit groupe de cliniques pour piloter le logiciel. Puis leur directeur financier s'est désisté à la dernière minute, et j'ai passé un week-end à fixer mon plafond, à faire le calcul de l'échec. J'ai pensé à appeler mes parents. J'ai imaginé la voix de ma mère, douce d'une inquiétude qui serait en réalité un triomphe. Et j'ai éteint mon téléphone. La fierté n'est pas toujours jolie, mais elle m'a maintenu en vie. J'ai eu ma première chance par accident. Une journaliste locale a écrit sur un piratage dans une organisation à but non lucratif, et je lui ai envoyé un courriel avec une explication franche de la raison pour laquelle la plupart des outils financiers ignorent les familles et les petites équipes. Elle m'a rappelé. 2 semaines plus tard, elle m'a cité dans un article sur la confiance numérique et l'abus financier caché. Cet article ne m'a pas rendu célèbre, mais il a piqué la curiosité de la bonne personne. Un investisseur de départ nommé Julien m'a contacté, m'a posé des questions difficiles, et a offert assez d'argent pour embaucher un ingénieur et garder les lumières allumées pendant 1 an. J'ai signé les papiers les mains tremblantes et j'ai pleuré dans les toilettes ensuite parce que, pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait regardé mon travail et dit « oui », sans demander ce que ma famille en pensait. J'ai construit lentement et soigneusement. Chaque fonctionnalité avait une raison. Chaque euro avait un plan. Une fois que les revenus sont arrivés, j'ai embauché une vraie directrice financière, une femme nommée Diane, qui pouvait lire un bilan comme un détective lit une scène de crime. Nous sommes passés d'un client pilote à 10, de 10 à 100. Les entreprises utilisaient le registre clair pour gérer les remboursements et les budgets partagés. Les couples l'utilisaient pour partager les dépenses sans se disputer. Les frères et sœurs adultes l'utilisaient pour suivre les coûts des soins pour leurs parents vieillissants. Ce n'était pas une technologie glamour. C'était une technologie pratique. Le genre qui sauve discrètement les gens d'être discrètement contrôlés. J'adore ça. Pendant que mon entreprise grandissait, ma famille restait la même. Clara passait d'un rêve brillant à l'autre. Un mois, elle allait être rédactrice de mode. Le mois suivant, elle lançait une marque de style de vie. Mes parents finançaient chaque nouvelle orientation comme si c'était le destin. Je gardais ma bouche fermée car j'avais appris que le silence était plus sûr. Quand je rendais visite, ma mère me demandait si je faisais toujours ce truc avec l'ordinateur. Mon père me demandait si j'avais rencontré quelqu'un de bien. Personne ne demandait ce que je construisais. Puis Clara a fait quelque chose qui m'a presque anéanti, et je ne sais toujours pas si elle l'a fait exprès. Une de ses amies travaillait dans un petit fonds de capital risque. Clara a mentionné lors d'un brunch que j'avais été obsédé par une idée de suivi financier depuis toujours, comme si c'était un mignon passe-temps d'enfance. 2 semaines plus tard, j'ai vu une start-up avec une présentation presque identique être accélérée dans le programme de ce fonds. Leur capture d'écran était douloureusement familière, jusqu'au même nom de fonctionnalité que j'avais utilisé dans des maquettes internes. Mon estomac s'est noué si fort que j'ai cru que j'allais vomir. J'ai confronté Clara en privé. Elle a haussé les épaules et a dit qu'elle ne faisait que parler. Puis elle a souri et a dit « Tu devrais être flatté ». Je ne pouvais pas me permettre un procès. Je pouvais à peine payer mon loyer. Au lieu de ça, je les ai surclassés. Diane a négocié un partenariat avec le groupe de cliniques qui m'avait lâché, et nous avons adapté le registre clair pour les remboursements de paie dans le secteur de la santé. C'était une niche, mais elle était défendable. Nous avons doublé nos revenus en 6 mois. La start-up imitatrice a brûlé ses liquidités à courir après le battage médiatique, puis a discrètement mis la clé sous la porte.
Je n'ai pas célébré à voix haute. J'ai juste noté le sourire de Clara dans mon carnet et je l'ai souligné. Non pas parce que je voulais la punir, mais parce que je voulais me souvenir du moment exact où j'ai réalisé qu'elle ne profitait pas seulement du favoritisme. Elle s'en délectait. À 27 ans, le registre Claire avait de l'attraction, des clients et un levier. Une offre d'acquisition est arrivée, puis une autre, puis une proposition d'investissement qui a fixé notre valorisation à 14 millions d'euros. Quand Diane a fait glisser le document sur mon bureau, mes mains tremblaient. Pas par cupidité, mais par reconnaissance. J'avais construit quelque chose d'indéniable sans que personne ne m'encourage. J'aurais pu garder ça privé pour toujours. Et honnêtement, une partie de moi le voulait. Mais une autre partie de moi voulait un seul moment où ma mère ne pourrait pas prétendre que je n'étais rien. Alors, quand Suzanne a envoyé l'invitation annuelle pour le dîner de Noël, celle avec trop de points d'exclamation, je l'ai fixée pendant un long moment. J'ai imaginé Clara arrivant dans une nouvelle tenue, ma mère rayonnante, mon père faisant la conversation. Je me suis imaginé hochant poliment la tête pendant que ma vie était de nouveau ignorée. Puis j'ai imaginé mon carnet, le registre de chaque fois qu'il l'avait choisi à ma place. Je ne voulais pas de vengeance au sens de violence. Je voulais le genre de vengeance qui force les gens à vivre dans la vérité sans aucune échappatoire. J'ai répondu par texto, je serai là. Et je me suis fait cette promesse, je ne m'en dirai pas pour être vu. Je leur montrerai simplement qui j'étais et je les laisserai gérer les conséquences. Le truc, en entrant dans la maison de mes parents, c'est que mon corps se souvient encore des règles, même quand mon esprit a fini de leur obéir. Souris d'abord. Parle doucement. Ne prends pas trop de place. Clara était déjà là quand je suis arrivé, riant dans le salon comme si les lieux lui appartenaient. Elle avait un nouveau sac de créateur posé nonchalamment près de sa chaise, le genre de détail que ma mère traitait comme un trophée. Suzanne m'a repéré et m'a fait la version rapide d'une étreinte, celle qui coche la case sans s'attarder. Marc a hoché la tête depuis son coin, téléphone à la main, à moitié présent. Clara m'a regardé de haut en bas et a dit, « Oh mon Dieu, Élodie, tu es vraiment venue, comme si c'était choquant que j'existe encore. » Le dîner a commencé comme toujours. Clara parlait. Suzanne réagissait. Marc essayait de garder les choses légères. Chaque histoire que Clara racontait avait une étiquette de prix, et ma mère récitait tout avec fierté, la Tesla, le voyage à Saint-Barth, les papiers de l'appartement qui avaient été finalisés juste après les 18 ans de Clara. Suzanne décrivait cela comme de la générosité, comme le destin, comme si Clara l'avait mérité simplement en étant Clara. J'ai écouté sans interrompre, non pas parce que j'étais petite, mais parce que j'étais stable. J'étais venu avec un plan, et je refusais de le gaspiller dans des querelles annexes. Mon carnet est resté dans mon sac, mais je le sentais comme un poids contre ma hanche. Diane m'avait demandé plus tôt ce jour-là si j'étais sûr de vouloir faire ça. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit que j'en avais fini de laisser ma famille prétendre que j'étais une note de bas de page. Quand le dessert a été servi, Suzanne a levé son verre et a souri à Clara comme elle le faisait toujours, comme si Clara était la meilleure chose que Suzanne ait jamais faite. Suzanne a porté un toast à la famille, aux bénédictions, à sa fierté pour sa plus jeune fille et son brillant avenir. Marc a ajouté quelques mots qui semblaient répétés. Clara a fait semblant d'être humble et s'en est imprégnée quand même. C'était le moment. J'ai posé ma fourchette. Je l'ai fait calmement, sans drame, sans trembler, juste de manière définitive. J'ai dit, j'ai une nouvelle à annoncer, moi aussi. Suzanne a cligné des yeux comme si le scénario avait changé sans sa permission. Clara a penché la tête, déjà agacée. Marc a levé les yeux pour de bon, ce qui n'arrivait presque jamais. J'ai dit, ces dernières années, j'ai bâti une entreprise. Elle s'appelle le Registre Claire. Cette année, nous avons atteint une valorisation de 14 millions d'euros. Le silence qui a suivi n'était pas respectueux. Il était stupéfait, confus et légèrement offensé, comme si j'avais parlé dans la mauvaise langue à la mauvaise table. Suzanne a laissé échapper un petit rire. Pas chaleureux, pas fier. Un rire qui signifiait « non ». Elle a dit « Élodie, arrête. Ne fais pas ça maintenant. » J'ai dit « Je ne plaisante pas. » Le sourire de Clara a tressailli. Elle a dit « C'est hilarant. » Le visage de Suzanne s'est crispé. Elle a dit « Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce qu'on te croie. Tu ne parles jamais de ton travail.
J'ai presque souri à ça, car c'était bien là le problème. Il ne demandait jamais. Il ne s'était jamais assez soucié pour le remarquer. Clara s'est penchée en avant, la voix basse et tranchante. Elle a dit, « Alors, qu'est-ce que c'est, Élodie ? Un besoin d'attention ?» Marc a finalement parlé. Il a dit, « Préservons la paix. » Suzanne s'est tournée vers lui, puis est revenue vers moi. Ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait à de la peur mais qui se ressentait comme de la colère. Elle a dit, « Tu mens. Tu essaies de nous mettre dans l'embarras. » Et c'est là que tante Lydie, qui était restée silencieuse pendant tout le dîner, a posé sa serviette comme si elle avait attendu ce moment précis. Elle a plongé la main dans son sac et en a sorti une coupure de journal pliée. Elle l'a fait glisser sur la table vers Suzanne. Lydie a dit, « Ce n'est pas un mensonge. J'ai lu ça le mois dernier. Je l'ai gardé parce que je sentais que tu aurais besoin d'une preuve pour croire ta propre fille. » Suzanne l'a saisi. Ses mains tremblaient. Ses yeux ont balayé la page. La couleur a quitté son visage quand elle a vu le titre, la photo, et le chiffre imprimé en noir et blanc. Clara est devenue blême et a murmuré, « Qu'est-ce que c'est ?» Et puis la pièce a explosé. Pas d'applaudissements, mais de déni, d'accusation, de panique, et le son d'une famille réalisant que l'histoire qu'ils avaient construite était sur le point de s'effondrer. Dites-moi ceci, si votre propre mère regardait la preuve de votre succès et choisissait quand même de vous traiter de menteuse, que feriez-vous ensuite? Clara a été la première à se ressaisir, parce que Clara se ressaisissait toujours. Elle est passée en mode défense comme si c'était un réflexe. Elle a reculé sa chaise juste assez pour paraître puissante et a dit, « C'est Élodie. N'importe qui peut imprimer un faux article. » Suzanne s'est immédiatement accrochée à ça, car c'était plus facile que d'accepter la vérité. Elle a dit, « Oui, c'est exactement ça. » Lydie, pourquoi as-tu apporté ça? Élodie, pourquoi ferais-tu ça à ta sœur? Voilà. Même maintenant, il s'agissait de Clara. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac et je l'ai ouvert sur la table. Diane m'avait appris quelque chose d'important en affaires, quand quelqu'un veut vous entraîner dans les émotions, restez dans les faits. Les faits ne supplient pas. J'ai tourné l'écran vers eux et j'ai dit, voici nos états financiers audités. Voici nos contrats. Voici les noms de nos clients. Clara a ricané. Elle a dit, tu aurais pu photoshopper ça. J'ai hoché la tête, comme si elle venait de confirmer ce que je savais déjà d'elle. Puis j'ai sélectionné un contact sur mon téléphone et j'ai activé le haut-parleur. Diane a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai dit, Diane, petite question. Quelle est la valorisation actuelle du registre clair sur la proposition d'investissement? Diane a dit, 14 millions d'euros. Et Élodie, tu es au dîner? J'ai dit, oui. Ils ont besoin de l'entendre de quelqu'un qu'ils ne peuvent pas ignorer. Diane n'a pas hésité. Elle a dit, félicitations encore, au fait. Et s'il te plaît, rappelle-leur que ton pourcentage de participation est majoritaire. C'est toi qui as construit ça. C'est à toi. Suzanne a fixé mon téléphone comme s'il l'avait personnellement insulté. La bouche de Marc s'est ouverte et fermée. Il me regardait comme s'il voyait une étrangère et réalisait qu'il aurait dû la connaître depuis le début. La voix de Clara s'est légèrement brisée. Elle a dit, « Pourquoi tu fais ça ?» Je me suis enfin autorisé à la regarder pleinement. J'ai dit, « Parce que je suis fatigué. » Suzanne a claqué, « Fatigué de quoi ?» J'ai dit, « Fatigué d'être votre fille pratique. Fatigué d'être celle que vous ne complimentiez que lorsque ça vous donnait une bonne image. Fatigué de vous voir tout donner à Clara et ensuite me traiter d'égoïste pour vouloir un respect élémentaire. » Les yeux de Suzanne ont lancé des éclairs. Elle a dit, « Nous t'avons donné ce dont tu avais besoin. » J'ai failli rire, mais c'est sorti froidement. J'ai dit, « Vous m'avez donné le silence et vous avez appelé ça la paix. » Clara s'est penchée en avant, de nouveau en colère. Elle a dit, « Tu agis comme si je t'avais volé quelque chose. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « C'est le cas. Pas l'argent. L'espace. La présomption que je comptais, et ça te plaisait. » Clara s'est levée. Elle a dit, « Tu es jalouse. » J'ai dit, « Non. La jalousie, c'est vouloir ce que quelqu'un a. Je ne veux pas être toi.
Je veux que tu arrêtes de prétendre que tu n'as rien fait pendant que je disparaissais. Suzanne est intervenue, la voix tremblante. Elle a dit, Élodie, s'il te plaît, ne rends pas les choses laides. Ce mot, laide. Le même instinct familial de couvrir la vérité avec une nappe. J'ai sorti mon carnet de mon sac. Je l'ai posé sur la table et je l'ai ouvert à une page que j'avais marquée. J'ai dit, ce ne sont pas des émotions. C'est un registre. J'ai lu une ligne, l'appartement à 18 ans. La date, le montant, le commentaire de Suzanne sur le fait que Clara avait besoin de stabilité. J'en ai lu une autre, la Tesla. La date, la façon dont Suzanne m'a dit de ne pas être amère. J'en ai lu une autre, la remise des diplômes. La façon dont Suzanne m'a demandé de reporter mon avenir pour le confort de Clara. Marc a tressailli comme si chaque ligne le frappait en pleine poitrine. Le visage de Clara s'est tordu, non pas de culpabilité, mais de panique. Parce que pour la première fois, le projecteur n'était pas de l'adoration. C'était une mise à nu. Lydie a parlé doucement. Elle a dit, Suzanne, arrête. Écoute. La voix de Suzanne s'est élevée. Elle a dit, j'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. Clara avait besoin de moi. J'ai dit, et moi non. C'est ce que vous vous êtes dit. Les mains de Clara se sont crispées en poing. Elle a dit, et alors, Élodie? Tu veux un trophée? Tu veux qu'on s'incline? J'ai fermé le carnet et je l'ai glissé dans mon sac. Puis j'ai dit la phrase que je m'étais promis de ne pas adoucir. J'ai dit, non. Je veux une prise de responsabilité. Et puisque vous êtes tous si intéressés par l'argent quand c'est l'argent de Clara, voici la partie que vous comprendrez. Aucun de vous n'aura accès au mien. Le souffle de Suzanne s'est coupé. Marc a murmuré, Élodie. Clara a ri, d'un rire sec et désespéré. Elle a dit, comme si on te le demandait. Je l'ai regardé et j'ai dit, vous l'avez déjà fait. Vous appelez juste ça la famille. Le visage de Clara s'est durci. Elle a dit, tu te crois meilleur que moi parce que tu as eu de la chance avec une application. J'ai dit, ce n'était pas de la chance. C'était du travail. Le travail que tu n'as jamais eu à faire parce que maman l'a fait pour toi. Clara a claqué, et alors? Tu es ma patronne maintenant? J'ai soutenu son regard. J'ai dit, si tu veux faire l'expérience du monde réel, le registre clair recrute. Tu peux postuler, mais on ne te donnera rien. Et si tu n'es pas qualifié, tu entendras le mot non, tout comme moi. Le silence qui a suivi était différent. Il était blessé. Il était réel. Les yeux de Suzanne se sont remplis de larmes, mais même alors, elle a essayé de contrôler le récit. Elle a dit, tu es en train de déchirer cette famille. Je me suis levé, lentement et sûrement, et j'ai repoussé ma chaise. J'ai dit, non. Je refuse simplement de la maintenir unie toute seule. Marc a finalement retrouvé sa voix. Il a dit, Élodie, attends. J'ai pris mon manteau. J'ai regardé Clara, puis Suzanne, et j'ai dit, c'est le dernier Noël où je m'assois à cette table et où je fais semblant d'être insignifiante pour que vous puissiez vous sentir important. Alors que je me tournais vers le couloir, j'ai entendu la chaise de Suzanne grincer violemment en arrière. J'ai entendu Clara dire mon nom comme un avertissement. J'ai entendu Marc le dire comme une supplique. Et juste avant d'atteindre la porte, j'ai entendu des pas derrière moi. Rapide, lourd. Que feriez-vous si la personne qui court après vous n'était pas celle que vous attendiez? L'air froid a frappé mon visage dès que j'ai mis le pied sur le porche. Derrière moi, la maison rugissait encore, les voix s'empilant les unes sur les autres, mais dehors, il n'y avait que mes bottes sur les marches et mon souffle qui devenait blanc. Je me suis dit de ne pas regarder en arrière. Je leur avais montré les faits. J'avais cessé de mendier pour être vu. La porte s'est ouverte brusquement. Élodie, attends. C'était mon père. Il a descendu les marches en trottinant, son manteau à moitié enfilé, une main tendue comme s'il pouvait me ramener dans l'ancien scénario. J'ai continué à marcher vers ma voiture. Mes doigts tremblaient en cherchant mes clés. Quitter une famille n'est pas une émotion pure. C'est du soulagement et du chagrin en même temps. Papa, arrête. Je me suis tourné juste assez pour le voir. Ses yeux étaient rouges. Il avait l'air plus vieux qu'une heure auparavant.
Je ne suis pas ici pour discuter, j'ai dit. J'en ai fini. Il a dégluti et a tendu une enveloppe épaisse. Pas un chèque, pas un sermon. Une enveloppe qui semblait usée, comme si elle avait été ouverte et fermée dans sa tête un millier de fois. J'aurais dû te donner ça il y a des années, a-t-il dit. Je ne l'ai pas prise tout de suite. J'ai juste regardé, méfiante de tout ce qui pourrait encore me blesser. Il s'est approché, prudemment. Je les ai écrites quand tu étais petite. Quand tu as commencé à t'éloigner. Quand j'ai vu ta mère se concentrer sur Clara et que je me suis dit que ça s'équilibrerait. Mon estomac s'est noué. Dedans, il y a des lettres, a-t-il dit. Je ne les ai jamais envoyées parce que je pensais que préserver la paix était plus important que de dire la vérité. La porte s'est rouverte et Clara est apparue, le visage crispé de panique. Elle a commencé à descendre les marches, puis s'est figée en voyant l'enveloppe dans la main de mon père. Pour une fois, elle ne savait pas quoi faire. Ma mère se tenait sur le seuil, une main sur la bouche. Elle n'est pas venue après moi. Elle a juste regardé. J'ai pris l'enveloppe. Elle était plus lourde que du papier ne devrait l'être. Ça ne répare rien, j'ai dit. Je sais, a dit mon père. Mais c'est la vérité, et tu la méritais. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, mon téléphone s'allumant encore et encore. Maman qui appelle. Clara qui envoie des textos. Papa qui appelle. Je n'ai pas répondu. Au premier feu rouge, mes mains tremblaient si fort que j'ai dû agripper le volant à deux mains. J'avais voulu qu'il me voie enfin. J'avais obtenu mon souhait, et ça faisait mal. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe ce soir-là. Je l'ai posée sur mon comptoir et je l'ai fixée comme si elle pouvait mordre. Dans les semaines qui ont suivi, ma mère a envoyé message sur message des excuses mêlées d'excuses, me demandant de rentrer à la maison, me demandant de ne pas punir Clara. J'ai laissé chaque fil de discussion en vue. Mon père a essayé de venir à mon bureau une fois. La sécurité l'a arrêté à l'entrée et m'a appelé. Je leur ai dit de le laisser partir en paix, mais je ne suis pas descendu. Je ne pouvais pas le porter lui aussi. 3 mois après Noël, un courriel a atterri dans notre boîte de réception des carrières avec le nom de Clara dessus. Elle postulait chez le registre Claire. Aucune recommandation, aucun traitement de faveur, juste un CV qui était surtout de la poudre aux yeux. Diane me l'a transféré. À toi de décider. Je l'ai fixé, me souvenant de l'appartement, de la Tesla, de la façon dont Clara souriait quand mon travail était traité comme une blague. Puis j'ai répondu avec la même phrase froide que j'avais entendue toute ma vie, nous vous remercions de votre intérêt. Nous allons de l'avant avec d'autres candidats. 1 mois plus tard, une invitation est arrivée. La fête de fiançailles de Clara. Son écriture à l'intérieur, je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu viennes. J'avais juste besoin que tu saches que j'avais tort. J'ai déchiré la carte en deux. Puis je me suis arrêté. J'ai ramassé les morceaux et je les ai mis dans un tiroir à côté de l'enveloppe de mon père. Le registre Claire a continué de grandir. Les gens disaient que je m'étais faite toute seule. Sur le papier, j'ai gagné. Mais la veille de Noël, mon téléphone a vibré à minuit. Maman qui appelle. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je me suis assis seul à ma table, entouré de tout ce que j'avais construit, et j'ai finalement admis la vérité.